impure water. Alors imaginez, vous êtes le patron d'une multinationale de l'agroalimentaire Nestlé. Une multinationale dont la qualité des produits est un des piliers. Mais voilà, vous apprenez qu'un produit que vous vendez est dangereux pour le client. Et que ce produit est particulièrement vendu au tiers-monde et qu'il tue des milliers d'enfants. Ce produit, il est vendu ainsi à la demande d'une association. Que feriez-vous? Est-ce que vous arrêteriez immédiatement les ventes de ce produit au tiers-monde, quitte à vous faire insulter publiquement, voire même avoir votre réputation ternie, ou bien est-ce que vous étoufferiez l'affaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire? Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de Nestlé Baby Killer. War of Want, qui se traduit par la guerre contre la pauvreté, est une association britannique. Pendant des années, elle s'est battue contre Nestlé pour que Nestlé accepte de vendre certains produits au tiers-monde très peu cher. En fait, elle souhaitait même que Nestlé ne fasse quasiment aucun bénéfice. Au bout d'un moment, Nestlé a accepté cette demande et a commencé à vendre du lait en poudre au tiers-monde. Mais voilà, tout d'un coup, l'association britannique publie en mars 1974 une brochure intitulée Baby Killer, tueur de bébés. Et c'est ainsi que démarre la polémique qui entourera les biberons empoisonnés du tiers-monde. Imaginez-vous maintenant que vous êtes à la tête de War of Want, à la tête d'une association qui se bat contre la faim et la pauvreté dans le monde. Vous êtes donc battu pour que Nestlé mette ses bénéfices de côté au profit du tiers-monde. Et puis, vous vous rendez compte que le produit que vous les avez poussés à vendre tue beaucoup de nourrissons. Que faites-vous alors? Est-ce que vous essayez de régler ça en interne? Est-ce que vous étouffez l'affaire? Ou est-ce que vous allez clamer sur tous les toits à quel point l'entreprise Nestlé est horrible? Eh bien, War of Want a choisi cette dernière option. War of Want s'est retourné contre la main qui le nourrit et il a publié une brochure qui se voulait être courageuse et audacieuse. La brochure disait: dans le tiers-monde, des bébés meurent parce que leurs mères les nourrissent avec du lait en poudre pour bébés de type occidental. Parmi les survivants, nombreux sont ceux qui entrent dans un cercle vicieux de malnutrition et de maladie qui les laissera physiquement et intellectuellement chétifs à vie. Le plus effroyable, c'est que de telles souffrances sont évitables. Le remède est à la portée de chacun, sauf pour l'infime minorité des mères qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants, puisque le lait maternel est le meilleur aliment jusqu'à 6 mois. Alors même que l'industrie alimentaire pour bébés reconnaît cela, des mères de plus en plus nombreuses dans le tiers-monde adoptent une nourriture artificielle dans les premiers mois de vie de leur bébé, dans la saleté et la misère des nouvelles cités d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette décision est souvent fatale. L'industrie alimentaire pour bébés est accusée de promouvoir ces produits parmi des populations qui ne sont pas à même de les utiliser convenablement. Elle est accusée d'employer des moyens publicitaires, des vendeuses en uniforme d'infirmières, de distribuer des échantillons et des attrape-nigots gratuits de façon à persuader les mères d'abandonner l'allaitement maternel. Évidemment, Nestlé n'était pas du tout content du comportement de l'association. Après les avoir suppliés de vendre leur lait au tiers-monde, celle-ci se plaignait maintenant que Nestlé le fasse. Cependant, l'association avait mis un point d'honneur à souligner que le tueur de bébés n'était pas la multinationale suisse, mais bel et bien le biberon. Elle mit de l'eau dans son vin. Mais l'histoire des biberons du tiers-monde ne s'arrêta pas là. 2 mois après le conflit entre Nestlé et War of Want, une autre brochure vit le jour. Cette fois-ci, en Suisse. Des jeunes militants bernois ont publié une brochure intitulée « Nestlé tue les bébés ». Volontairement provocante, cette nouvelle brochure, rédigée en allemand, montrait directement du doigt Nestlé. Pour Nestlé, la brochure bernoise était une véritable déclaration de guerre. 1 mois après sa publication, la multinationale portait plainte séparément pour diffamation et calomnie en visant 4 affirmations citées dans la brochure. Le titre même de la brochure faisait partie des 4 plaintes déposées par Nestlé. Bien que submergé par les plaintes, le groupe de travail Tiers-Monde, les jeunes bernois qui avaient édité la brochure, virent dans les accusations une possibilité unique de décupler la notoriété de leur fameuse brochure.
En effet, les journaux internationaux traitèrent le sujet et consacrèrent de nombreuses ressources à suivre un procès qui, peu de temps avant, aurait été inimaginable. Le procès de la réputation d'une multinationale dont l'image avait jusqu'ici été parfaite et jamais remise en question. Le procès se conclut le 24 juin 1976 par une condamnation du groupe de travail du tiers-monde. Ceux-ci furent donc obligés de payer les 2/3 des frais du procès et de verser directement à Nestlé 300 francs suisses. Une somme ridicule par rapport à la réputation de Nestlé, vous en conviendrez. Et bien que le groupe de travail du tiers-monde soit condamné, eh bien Nestlé, lui, n'a pas été blanchi. Un peu plus tard, la justice du district de Berne prit même la peine de publier un recommandé indiquant que la controverse autour de Nestlé manquait cruellement de faits et de preuves et qu'elle souhaitait que celle-ci cesse au plus vite. Leur demande ne fut pas du tout écoutée. Des nouvelles éditions de la brochure de War of Worms furent publiées et des groupes anti-Nestlé se formèrent. Bref, les militants ne lâchèrent pas prise. En 1979, la firme internationale se voit alors contrainte de changer son fusil d'épaule. Elle publie un long document dans lequel elle répond à chaque questionnement et chaque critique dont elle avait fait l'objet. Dans ce document, l'entreprise reconnaît que certains propos tenus, notamment dans la brochure War of Worms, l'ont aidé à progresser. Chaque critique constructive, dit-elle, a été et sera sérieusement examinée par Nestlé en vue de déceler des suggestions d'amélioration possibles. Des catholiques, par exemple, ont été profondément émus par cette polémique et ont pris conscience que certains changements devaient être opérés. Il y a eu également des mouvements de boycott contre Nestlé, surtout en Amérique du Nord. La polémique devint de plus en plus grande et, afin de remédier à une crise qui prenait donc de plus en plus d'ampleur, l'Assemblée mondiale de la santé adopta en 1981 un code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Il est cependant important de noter qu'il ne s'agissait pas là d'une obligation, mais bien d'une recommandation. Bien que le code affirme la légitimité des préparations pour nourrissons, il reconnaissait également le droit de tout enfant, de toute femme enceinte et de toute femme allaitante à une nourriture adéquate en tant que moyen d'acquérir et de conserver la santé. Et il prévoyait l'interdiction de publicité pour le lait en poudre dans les pays industrialisés et dans les pays du tiers-monde. En 1982, Nestlé accepte officiellement la recommandation de limiter sa publicité sur les préparations nutritionnelles infantiles. Et en 1984, le comité de boycottage de Nestlé dissout son mouvement, reconnaissant le progrès fait par l'entreprise. Alors, finalement, que s'était-il réellement passé? Le lait de Nestlé n'a jamais été empoisonné. Afin de vendre un lait moins cher au tiers-monde, Nestlé avait choisi de mettre au point et de vendre un lait que nous utilisons souvent aujourd'hui en France, le lait en poudre. Cependant, bien que le lait en lui-même ne soit pas contaminé, les rivières et les sources d'eau malpropres du tiers-monde, elles, l'étaient. C'est donc en mélangeant cette eau au lait en poudre que les mères donnaient à manger à leurs bébés des biberons entiers de maladies terribles. Les nourrissons n'avaient donc aucune chance de faire face à ces virus et à ces maladies contre lesquelles même un homme adulte a parfois des difficultés à se défendre. Donc, les uns après les autres, les bébés mouraient. Les biberons étaient bel et bien empoisonnés comme l'affirmait War of Worms, mais Nestlé n'était pas celui qui tuait les bébés. Cependant, l'ampleur que prit ce scandale a permis à Nestlé de changer des choses qu'il n'aurait probablement pas changé sans les boycotts et les autres mouvements. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour faire bouger des multinationales telles que Nestlé, il faut comme ça parfois des manifestes un peu violents, voire même des mouvements de boycott? Ou est-ce que vous pensez que de toute façon, dans le temps, Nestlé aurait bougé? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.